Loïc Quentin, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Président de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors, avec vous, comme le veut la tradition, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité des marchés de l'immobilier, mais également évoquer, bien sûr, les conditions d'emprunt, l'évolution des prix et la politique du logement, avec, en conclusion, les propositions de la FNIM. Alors, tout d'abord, le marché. Il y a eu une dynamique et on assiste depuis le début de l'année, depuis un certain démarrage de conflit, un ralentissement de l'activité. Qu'est-ce que vous pourriez dire en analyse sur le marché ces 6 premiers mois de l'année? Alors, une belle embellie en 2025 qui s'est traduite par une augmentation des volumes de 12%. Et jusqu'en février 2026, je dirais, on était sur les mêmes flux, les mêmes tendances. On avait pronostiqué 5% de plus en 2026. Et le marché, soudainement, finalement, accuse un reflux. Mars et avril, en actes publiés, moins 17 000 transactions. Moins 17 000 Moins ventes 17 000 sur transactions. 2 mois. Voilà. Et avec un impact de la crise du Moyen-Orient qui se fait ressentir, mais aussi, je dirais, une forme de pessimisme et d'attentisme des ménages ou de report d'une intention d'acquisition, ce qui se traduit par une baisse des volumes constatés avec un atterrissage à un montant moindre que celui auquel nous étions arrivés en fin 2025, donc ce qui laisse présager 900 000 transactions à la fin de l'année. Ça reste encore un bon niveau, mais simplement ça montre quand même, je dirais, un marché qui n'est pas au rendez-vous d'une croissance nécessaire pour répondre à la demande et à la satisfaction des ménages. Et puis, il y a tout le contexte aussi. Bien sûr, il y a le conflit international et aussi un contexte d'incertitude économique, fiscale, politique qui pèse sur le marché, en tout cas sur des intentions d'achat. Bien évidemment, parce qu'à la fois sur l'instabilité politique, à la fois sur le manque de vision, nous aurons un nouveau président de la République le 2 mai l'année prochaine, c'est dans 10 mois maintenant, et je crois que les Français restent attentifs, notamment à cette période. Il y a aussi une baisse de l'activité économique, un retour du chômage, une incertitude, une difficulté plus croissante à obtenir des crédits, et puis aussi, je dirais, un manque de confiance des ménages, et surtout aussi des taux qui restent quand même sensiblement à la hausse. La hausse récente de 0,1 de point prononcée par la BCE, qui devrait se prononcer en juillet, mais semblerait-il que ce soit différé en septembre, mais on est quand même tout sous le coup d'une inflation qui fait le retour et qui conduirait inévitablement à une hausse des taux de la Banque centrale européenne, ce qui se traduira encore par un reflux du marché et de plus grandes difficultés. Alors, on voit là, ici, l'inflation qui rattrape les prix de l'immobilier. Eh oui, parce que on comptabilise toujours les prix de l'immobilier, mais si on raisonne de façon indiciaire, on se rend compte que l'inflation, très souvent, elle a été en dessous de l'évolution des prix du logement, mais aujourd'hui, l'inflation rattrape l'évolution indiciaire. C'est-à-dire que finalement, les prix du logement, de l'immobilier, se sont comportés, ont connu la même érosion, la même indexation que l'indice des prix à la consommation. Et si l'on regarde alors au niveau national, on peut dire que les prix se stabilisent, en gros une petite progression de plus 0,1%. Ça ne veut pas dire grand-chose, même si c'est une tendance, puisque quand on regarde dans le détail, il y a des marchés à plusieurs vitesses. Tout à fait, mais ce qu'il faut aussi, c'est corriger ces prix de l'inflation. Je sais pas, le slide de précédent ou après, on voit qu'il y a une inflation qui est plus importante, on le voit ici. Vous voyez, quand on est sur la France entière à moins 0,1, en réalité, c'est moins du 0,5 parce qu'on a 2,4% d'inflation à fin mai. Oui, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà, et bien comprendre que les prix s'analysent non pas en valeur, je dirais, fixe, mais corrigées de ces éléments. Par rapport aux précédentes périodes, en juin 2025, on était quand même sur des flux positifs corrigés de l'inflation, puisqu'on avait une inflation de 0,7, et notamment, alors que là, au 1er juin 2026, l'inflation affecte considérablement et de façon importante l'évolution des prix. Et l'un des leviers majeurs, évidemment, pour accéder à la propriété, c'est de passer par la case banquier, c'est l'importance du crédit immobilier, l'importance des taux d'intérêt. Alors, on va voir l'évolution, et notamment aussi des emprunteurs. Alors, ça, c'est le pouvoir d'achat, déjà, immobilier. On mesure le pouvoir d'achat, je dirais, en fonction donc, de la capacité d'emprunt des ménages, rapporté notamment au prix de l'immobilier. Bien évidemment, dès que les taux d'intérêt remontent légèrement, le pouvoir d'achat, et là on le voit, il se rétablit à la moyenne des 25 ans. Donc on a un pouvoir d'achat qui n'est pas de nature à apprécier notamment les possibilités d'emprunt des ménages français. Voilà, on va voir dans un slide suivant, justement, sur les conditions d'emprunt, les taux d'intérêt. Et puis voilà, le profil type de l'emprunteur immobilier, sachant que 8 acquisitions immobilières sur 10, 80%, sont réalisées à crédit.
Bien évidemment, aujourd'hui, les Français n'ont pas de, je dirais, de chaussettes suffisantes Ouais. pour pouvoir devenir propriétaire. On compte donc sur une donation des parents pour constituer un apport personnel. On emprunte et on va effectivement vers la case crédit lorsqu'on veut se loger. Et bien évidemment, quand se loger, on est locataire ou propriétaire. Quand on est propriétaire, on est épluché par le banquier au niveau de ses possibilités de financement. Et ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une forme de paupérisation et de fragilisation et Ouais. d'appauvrissement d'accession à la propriété. On a voulu faire ressortir les pourcentages de propriétaires dans la part de production immobilière et on se rend compte que en dessous de 50 000 euros, notamment, eh bien, il y a une régression, c'est-à-dire qu'on passe de 29 à 23,9% pour les revenus de 30 à 50 000, et là, pour les revenus les plus faibles, inférieurs à 30 000, de 14,4 à 10,9%. Donc, une plus grande difficulté pour notamment des ménages français d'accéder à la propriété, sauf si on a des revenus supérieurs à 50 000, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et notamment ce qui se traduit par une fragilisation de l'accession et des Français qui sont de moins en moins propriétaires. On Oui, l'avait dit l'INSEE récemment, d'ailleurs disait qu'on est passé de 58% à 57% sur le coup. 57,8 Ouais, à ouais, 57%. On a perdu 0,8% ouais, de propriétaires. On est ou propriétaire ou locataire, et quand on n'est pas propriétaire, c'est 0,8% de locataires en ouais, plus. ouais. Sur un parc de 30 millions de logements, c'est 240 000 logements. Et vous connaissez aujourd'hui les tensions qui existent sur le Ouais. parc locatif, avec une offre qui n'est plus au rendez-vous, et voire même au contraire un retrait de l'offre locative. Ce qui se traduit par des grandes difficultés, et notamment pour les plus jeunes, d'accéder à un logement, quel qu'il soit, en la propriété ou à la location. Et on le voit, on a voulu faire un Voilà, zoom sur les très jeunes. intéressant sur les jeunes, Les jeunes, justement, le taux de le chômage, défi du logement. Alors, le taux de chômage des jeunes, 21% ouais, par rapport à la France entière. Donc les jeunes ont les revenus les plus faibles, ont notamment les plus grandes difficultés à trouver un logement. Et on l'a dit à plusieurs reprises, 17% des étudiants renoncent à leurs études par défaut de trouver un logement, ou aussi à candidater à un emploi, et également n'envisagent pas d'avoir un nouvel enfant en raison notamment pour une question de logement. Voilà des problématiques qu'il va falloir régler dans le cadre des futures politiques, la future politique du logement qui sera portée par le nouveau président de la République. mais est-ce qu'il y aura justement ce qu'il faut attendre vraiment la présidentielle Ça 2027? va être Est-ce qu'au-delà compliqué, des clivages, on peut avoir une politique du logement qui soit pérenne et durable? bien entendu, mais ça va être très compliqué aujourd'hui Ouais, pour le gouvernement de Sébastien Lecornu et avec le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, qui, je dirais, qui enfin, tous les deux ont pris, je dirais, à bras le corps la question du logement avec un nouveau projet de loi qui va être présenté, qui a été présenté au Conseil des ministres et aujourd'hui qui va être ouais. présenté au Sénat et à 7 l'Assemblée juillet, nationale, ouais. 7 juillet. Et donc, c'est un projet de loi ambitieux, au moins qui est un réveil, une volonté, je dirais, affichée de faire mieux, de construire mieux et de construire plus avec un plan de logement de 2 millions, 2 millions de logements sur 5 ans. Mais je dirais une ambition qui est affichée, mais qui va être passée au tamis des parlementaires. 11 groupes Ouais. parlementaires à l'Assemblée nationale, une division, on s'attend à de nombreux amendements, une bataille dans les rangs de l'Assemblée, comme on l'a vu en matière du projet de loi de finances. Donc un bel exercice de combat pour le ministre du Logement et le Premier ministre Sébastien Lecornu. La solvabilité des ménages, pour vous, c'est un élément clé. Récemment, Arkea disait qu'il y a eu tellement de contraintes sur justement l'acceptation des dossiers, que ce soit des primo-accédants, de ceux qui veulent Oui, accéder à la propriété, tellement de contraintes au niveau national, il y a BAL 4 aussi au oui, niveau oui. européen qui risque d'arriver, que c'est sur 5 ans 400 000 en fait, dossiers en moins, 400 000 projets Oui, en moins. oui. Est-ce qu'on est dans cette ampleur-là, Oui, il selon y a vous? un empilement des normes et on aime se faire mal en France. En Ouais. réalité, on a créé le Haut Conseil à la stabilité financière, HCSF, le ouais. HCSF, voilà, limité à 35% de l'endettement, on peut comprendre, mais limité à 25 ans, notamment la durée de l'emprunt, quand on vit plus longtemps, on pourrait imaginer une durée d'emprunt à 27 ans. Mais est-ce qu'on a besoin de normes et de barrières aussi réductrices, Ouais. alors que le banquier est un capital, un prêteur, un capital risqueur, et qui sait mesurer et analyser un risque? Ça lui appartient. D'ailleurs, il y a, je dirais, quasiment pas d'impayés en matière locative. Si c'était un marché qui était inflationniste, notamment, mais ce n'est pas le cas, on ne voit pas ce que vient faire le HCSF dans une période où les Français ont du mal à se loger et notamment ont du mal à accéder au crédit. Je crois qu'il faut rendre au banquier son rôle essentiel, qui est l'analyse du risque. Donc les banquiers qui disent aussi qu'ils prêtent énormément, qu'ils font le maximum. On est
sur des taux d'intérêt autour de 3,25%. Maintenant, c'est en fonction des profils. Il y a des profils, des bons dossiers, des bons profils qui peuvent obtenir des taux à 3%. Oui, il y a une bataille concurrentielle, une concurrence entre les banques qui est Entre les affichée. banques, oui. Ce qui est normal, faire de nouveaux clients, aujourd'hui, c'est une stratégie. Mais bon, les banquiers acceptent de prêter. Qu'on ne leur prête pas cette mauvaise intention de ne pas vouloir prêter, ils ne peuvent prêter qu'à la condition en fonction de leurs possibilités et de l'encadrement qui leur est soumis. Mais un banquier aime prêter et il aime l'immobilier et pour lui, c'est un gage de sécurité. Alors, à propos de sécurité aussi, on peut évoquer la fracture des territoires, ce que vous appelez aussi la diagonale du vide. Oui. On voyait des marchés à plusieurs vitesses. Voilà, c'est un insight très intéressant. Oui, Vous parce pouvez qu'on a décrire. voulu justement mesurer la diagonale du vide, les deux traits quasiment parallèles, où ce sont les territoires, contrairement et en opposition au littoral. Vous voyez, le littoral atlantique, le littoral méditerranéen, tout est au vert, quasiment, avec notamment les prix les plus élevés, les taux de logement, les DPE F et G qui sont les plus faibles. Également, sur les vacances, il y a moins de logements vacants, et également les ménages qui sont en progression. C'est-à-dire qu'en first, la France se transforme. Par défaut d'une politique d'aménagement du territoire et d'accompagnement, on crée notamment une diagonale du vide, c'est-à-dire là où rien ne se passe, rien ne s'opère, où les tensions s'aggravent, et avec une cristallisation des difficultés des ménages et notamment de l'attractivité économique des territoires également. Donc c'est quelque chose que l'on observe et qu'on va continuer à observer parce que ces tendances vont s'accélérer et se manifester. Vous savez, des gens qui vivent dans la région parisienne, ils vont certainement pas rester à vivre dans la région parisienne au moment de la retraite. Et quand aujourd'hui, dans l'inversion des courbes des actifs et notamment des inactifs, eh bien, on a plus tendance à se rapprocher du littoral, là où il fait mieux vivre et là où l'air est meilleur. Très bien. Et justement, dans le prolongement de ce tableau, on voit le DPE. On parle là de classe E, F ou G, diagnostic de performance énergétique. L'épisode historique de canicule qu'on a vécu il y a quelques jours en France et qui pourrait revenir, en fait, on s'est rendu compte qu'on peut avoir des logements classés A ou B et être dans une bouilloire thermique. On a beaucoup focalisé sur le confort d'hiver, moins sur le confort d'été. Est-ce que la donne immobilière va changer? Est-ce qu'il faut remettre en cause le DPE? Quel est votre sentiment? Non, parce que le DPE concerne notamment le réchauffement climatique et la capacité de ce logement à pouvoir s'isoler sur l'extérieur. Plus on isole un logement, et plus on l'isole aussi sur la restitution de la chaleur qu'il emmagasine à l'extérieur. Ouais. Et cette chaleur emmagasinée, il faut la rafraîchir. Donc, il va falloir équiper les logements, notamment d'appareils de climatisation, de rafraîchisseurs d'air et autres pour redonner notamment un cadre. Mais je dirais que en réalité, les canicules, c'est 14 jours par an. Donc, c'est rien par rapport aux périodes de froid. C'est vrai que tout le monde s'émeut de la situation, mais je crois que, moi, je fais un parallèle. Aujourd'hui, c'est pas, j'ai vu une pétition, on suspend le paiement du loyer sur les bouilloires thermiques. Pas de volet, pas de loyer. Oui, pas de volet, pas de loyer. Moi, j'ai envie de rappeler à ces gens-là qu'il y a quand même 350 000 SDF en France et que les SDF profitent et souffrent autant du froid que de la chaleur aujourd'hui. Et je crois que le combat est toujours le même, mais on n'en parle que lorsqu'il fait froid. Donc, j'inverse et je renvoie la balle. Notamment, aujourd'hui, c'est vrai que les bouilloires thermiques sont un sujet, mais il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qui peut être aménagé par des dispositifs techniques et non pas par la sanction, mais surtout par l'incitation. Voilà. Inciter plutôt que contraindre. Tout à fait, et passons là. Alors justement, encadrement des loyers, permis de louer, la position de la FNAIM. Encadrement des loyers, on a toujours été contre. Quelle mauvaise invention. Ça existe depuis 2024. Depuis 2014, si ça avait eu des effets bénéfiques, on le saurait. Je dis toujours, la ville de Paris perd 1000 habitants par an, 700 logements qui se libèrent. Si ces logements, si l'encadrement des loyers était notamment efficace, les Parisiens resteraient sur Paris. En réalité, ça profite à ceux qui sont déjà locataires et non pas à ceux qui souhaitent le devenir. Donc le dispositif, il est expérimental, le rapport est extrêmement ambigu, je crois que la sagesse l'emportera et je pense que le ministre du Logement aura au moins la sagacité de dire non, stop, c'est fini, l'encadrement des loyers n'est pas une bonne solution. D'ailleurs, on l'a toujours dit, même Assar Lindbeck le disait, c'est le meilleur moyen de détruire une ville après les bombardements. Alors, justement, des propositions dans cette ligne droite, là, propositions qui n'obèrent pas les finances de la France. Non, c'est ce qu'on fait, nous. La Fédération nationale de l'immobilier est raisonnable et raisonnée. On ne prend pas des propositions qui coûtent cher dans un moment où on a 3 500 milliards de dettes. Ce n'est pas le moment. Et donc, on reste notamment factuel.
La portabilité des prêts, on l'a toujours portée. Et on dit il faut l'inscrire dans le texte. Et là, Ça commence à bouger un petit peu ça ou commence pas? à Ouais. bouger, il y a un réflexe. Et surtout, ça deviendra d'actualité si les taux remontent. Personne ne sait comment ils seront, à quel niveau ils On seront est à dans un an. 3,25% Ils vont actuellement. remonter à 3,50. Voilà, oui. On est sûr, on est certain, puisqu'il y a un quart de point de base qui va s'appliquer au 30 juin, donc désormais applicable. Et cette portabilité fait partie des techniques stratégiques et modernes qui existaient par le passé et dont certaines banques appliquent sous le manteau, notamment de façon discrète en fonction du type du client. Donc arrêtons l'hypocrisie, on inscrit ça dans le marbre et avec un texte. Investir Investissez aujourd'hui, défiscaliser demain. au moment notamment où les recettes de l'État sont exsangues. Comment redonner une dynamique à un marché locatif en donnant envie aux Français d'investir? Nous, on dit, vous investissez aujourd'hui, vous gardez votre actif immobilier pendant 10 ans, et les 10 années d'après, eh bien, vous êtes exonéré d'impôts sur vos revenus locatifs. Ce qui ne coûte rien à l'État, on envoie un signal de capitalisation retraite, notamment quelqu'un qui arrive en retraite ou il a moins de revenus, il peut compter sur un revenu additionnel. C'est une forme de capitalisation retraite intéressante qui permet de stabiliser un parc locatif au moins sur une période de 20 ans. Et on propose de porter à 15 ans s'il s'agit d'une acquisition dans le neuf ou 15 ans s'il y a des travaux de rénovation énergétique. Mais ça paraît du bon sens. Mais alors, qu'est-ce qui bloque Mais c'est le pour courage celui-là? politique qui manque. Ouais. Alors on va voir. Mais Bon. effectivement, ces propositions, on va les mettre à l'épreuve du feu pendant la campagne présidentielle. Et la FNIM va sortir un beau livre blanc avec beaucoup de propositions percutantes, raisonnées, pragmatiques, qui doivent répondre à la situation du réel. Mais je pense qu'aujourd'hui, le logement n'a jamais été autant d'actualité qu'il l'est aujourd'hui. Enfin, un sursaut des politiques par opportunisme ou réalisme ou pragmatique. La suite nous le dira. On termine par aussi 3 autres dernières propositions phares de la FNIM. La vente d'état futur de rénovation énergétique, ça ne coûte rien à l'État. Enfin, Vincent Jeanbrun a trouvé l'idée géniale. Voilà. Il vous l'a dit. Il l'a dit, Bon. il l'a affirmé, et je pense que même figurera peut-être dans le projet de loi pour le logement par amendement. C'est du moins la démarche de notre fédération, de le faire notamment inscrire dans la loi. C'est purement du réglementaire. Permettre à un particulier qui vend un logement d'opter pour la vente, travaux de rénovation inclus, ou vente en l'état. Mais pour un acheteur, ça change tout. Quand on vend en état futur de rénovation énergétique, on inclut les travaux de rénovation indispensables à atteindre un classement énergétique plus favorable. Ce qui permet au banquier de s'asseoir et d'asseoir son risque sur la totalité du financement sur une période plus longue. C'est un signal, et c'est ce qui nous permet de prolonger une valeur verte. La valeur verte doit s'afficher comme la valeur des références, mais il faut un outil et un vecteur d'accompagnement. Et puis, bon, on l'évoquait déjà, mais quelques mots sur, bien sûr, l'encadrement des loyers, la suspension des normes HCSF, Oui. encadrement des loyers, vous Oui, l'avez dit. même à petite expérimentale, vous savez comment on a su faire l'expérimentation de l'encadrement des loyers pendant 12 ans. Essayons au moins un petit expérimental la suspension des normes du HCSF. Faisons une pause pendant 2 ans, pendant 3 ans. On a tous les moyens de contrôler si les banques s'emballent et si notamment les Français s'endettent de trop. Voilà, je crois que ce serait raisonné plutôt que de laisser notamment l'avenir du financement bancaire à 6 techniciens qui démènent de Bercy. Très bien. Conclusion, mot de la fin. On est au début du mois de juillet. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Toujours aussi combatif, avec autant d'espoir. Je crois que dans tous les cas, on l'a dit, la crise de l'immobilier est derrière nous, la crise du logement est devant nous, parce qu'il faut produire plus, il faut construire plus, il faut avoir une offre locative, il faut restaurer la confiance, il faut supprimer notamment un ensemble de normes et de contraintes administratives qui pèsent sur le logement. Il faut libérer la construction de logement, libérer cette offre. Je crois que je suis optimiste parce que je pense qu'il va y avoir un sursaut chez les candidats à l'élection présidentielle. C'est maintenant ou jamais. On a 5 ans pour changer le logement. Loïc Quentin, merci beaucoup. Merci Olivier Marat. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club FNAIM.